Je m'appelle Élodie. J'ai grandi dans un petit village au cœur de la Provence, là où les cigales chantent plus fort que les voitures, et où l'air sent toujours la lavande ou le pain chaud. Mon père, Marc, était boulanger. C'était un homme de peu de mots, toujours levé avant l'aube, les mains couvertes de farine, le regard perdu dans ses pensées. Ma mère est partie quand j'avais 8 ans. Pas de dispute, pas de cris. Juste un matin, elle n'était plus là. Je suis restée avec lui. Pas parce qu'il m'a demandé. Mais parce que je sentais, quelque part, qu'il avait besoin de moi. Et moi de lui, même si on ne le disait jamais. La maison était vieille, avec des murs de pierre froide en hiver et agréablement frais l'été. Il y avait une cour intérieure envahie de vignes, une fontaine ancienne et un chat gris qui dormait toujours sur le banc en pierre. Notre routine était simple. Pain le matin, école ensuite, puis silence. Mon père n'était pas du genre à poser des questions. Il m'écoutait parfois, hochait la tête, puis retournait à ses pétrins. L'adolescence est arrivée sans prévenir. Un matin, je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu une femme en devenir. Mes robes d'enfant ne m'allaient plus. J'ai commencé à mettre des jupes plus longues, à tresser mes cheveux. Je choisissais mes bijoux avec soin. Une fine chaîne en argent, des boucles d'oreilles que j'avais trouvées dans un marché à Arles. Mon père ne disait rien, mais je sentais son regard rester une seconde de plus sur moi certains matins. Un jour d'été, j'étais seule dans la cuisine. Je portais une robe légère, couleur crème, qui laissait mes épaules nues. Je préparais des pêches au sirop, et la chaleur rendait l'air moite. Mon père est entré, le front luisant de sueur. Il s'est arrêté un instant. Il a juste dit, « Tu as grandi ». Et c'était tout. Mais cette phrase est restée en moi comme une écharde. Depuis ce jour, tout a lentement changé. Il ne m'appelait plus « ma petite ». Et lorsqu'il entrait dans ma chambre sans frapper, ce qui avait toujours été normal, il commençait à s'arrêter à la porte. Il regardait mes jambes, croisées sur le lit, avec une sorte d'hésitation. Ce n'était pas grossier. C'était troublant. Gênant, même. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, je ne voulais pas qu'il détourne le regard. Je me souviens d'une soirée, début septembre. L'air sentait déjà la pluie et les feuilles mortes. On avait décidé de regarder un vieux film ensemble, comme quand j'étais petite. J'avais préparé du chocolat chaud, avec un peu de cannelle, et il avait apporté une couverture en laine un peu râpeuse. On s'est assis côte à côte sur le canapé. Il portait une chemise en lin, ouverte au col, et je me suis appuyée contre lui, sans réfléchir. Il a posé sa main sur mon épaule, l'a laissé glisser un peu le long de mon bras nu. Pas trop bas, pas de manière déplacée. Mais le geste avait quelque chose de nouveau. Une lenteur. J'ai frissonné. Je ne savais plus si c'était le souvenir de ma mère absente, ou cette proximité étrange, mais j'avais l'impression qu'on entrait tous les deux dans un territoire inconnu. Les silences devenaient denses. Un regard prolongé suffisait à créer cette tension silencieuse, presque électrique. Et pourtant, rien n'était dit. Tout se passait dans les interstices de notre quotidien. Dans les gestes minuscules. Comme quand je faisais la vaisselle et qu'il s'attardait derrière moi pour attraper un torchon. Sa main touchait la mienne. Il s'excusait, mais ne s'éloignait pas vraiment. Et moi, je ne bougeais pas non plus. Je ne savais plus si j'étais une fille ou une femme. Et je ne savais pas non plus ce qu'il voyait quand il me regardait. Ce qui est certain, c'est qu'on n'était plus seulement un père et sa fille dans une maison en pierre. On devenait deux solitudes, de plus en plus proches. Trop proches peut-être. Le mois d'octobre arriva avec ses vents froids et ses ciels gris. Les vendanges étaient terminées, les touristes partis, et le village reprenait son rythme tranquille. Je passais de plus en plus de temps à la maison. Le lycée, les amis, tout me semblait lointain, presque insignifiant comparé à ce qui se passait ici, entre ces murs familiers où tout semblait changer. Mon père s'était mis à cuisiner plus souvent. Il disait que ça lui changeait les idées. On préparait ensemble des plats provençaux, tiant de légumes,
soupe au pistou, tarte aux figues. Il me montrait ses gestes, et je le regardais attentivement, parfois plus que nécessaire. Ses mains, fortes et lentes, avaient quelque chose d'artistique. J'aimais les voir pétrir, verser, touiller, comme s'ils racontaient une histoire sans mots. Un après-midi, alors que je portais une robe noire simple avec des bas fins et des ballerines rouges, il m'a demandé de l'aider à accrocher une guirlande de fleurs séchées dans la cour. Je suis montée sur l'escabeau, et il est resté en bas, tenant l'échelle. J'avais relevé mes cheveux, laissant mon cou nu, et la robe s'était légèrement soulevée en montant. Je l'ai senti regarder. Longtemps. Fais attention, m'a-t-il dit. Tu pourrais tomber. Mais sa voix avait une chaleur différente. Pas celle d'un père inquiet. Une autre. Je suis restée immobile quelques secondes de plus, comme pour prolonger ce moment. J'entendais son souffle. Puis je suis descendue lentement, sentant mon cœur battre dans ma gorge. Le soir, je me suis enfermée dans la salle de bain, confuse. Je me suis regardée longtemps dans le miroir. Mes boucles blondes étaient légèrement humides, mes joues rougies par l'émotion. J'ai passé une crème parfumée sur mes épaules, une habitude que j'avais prise depuis peu. C'était un rituel, presque secret, pour me sentir belle. Pour me sentir, femme. Je portais une nuisette en satin bleu nuit ce soir-là. Rien d'exagéré. Simple, mais douce sur la peau. Je me suis allongée sur le canapé, un plaid jeté négligemment sur mes jambes. Mon père est entré dans le salon avec 2 tasses de tisane à la verveine. Il s'est assis à côté de moi. Très près. Tu sens bon, dit-il. Il ne m'avait jamais fait ce genre de remarque auparavant. J'ai souri, nerveuse. Merci. C'est une nouvelle crème. Il n'a pas répondu. Mais je le sentais tendu. Comme s'il se battait contre lui-même. Nous avons regardé un documentaire sur les vieux moulins du Luberon, mais je n'en ai retenu aucun mot. Mon esprit était ailleurs. Sur sa main posée tout près de ma cuisse. Sur la chaleur de son corps. À un moment, nos doigts se sont touchés. Par accident, peut-être. Mais aucun de nous ne les a retirés. Je sentais un picotement sous la peau, une tension qui montait lentement. Quand je suis montée me coucher, il m'a suivi du regard jusqu'à la porte. Et cette nuit-là, j'ai rêvé de lui. Le lendemain matin, la maison semblait plus silencieuse que d'habitude. J'ai enfilé un pull large et un jean moulant, tentant de calmer ce feu qui me consumait de l'intérieur. Mais en croisant son regard au petit déjeuner, j'ai su qu'il avait ressenti la même chose. Son silence parlait. Plus les jours passaient, plus nos gestes devenaient précis. Contrôlé. Trop. Il évitait de me frôler. Je marchais plus lentement, espérant qu'il me retienne. Mais rien. J'ai commencé à tester des limites invisibles. Me pencher un peu plus quand je débarrassais la table. Porteur des collants semi-transparents. Mettre du rouge à lèvres. Tout cela dans un jeu muet, un ballet discret entre provocation et attente. Un soir, après le dîner, il est resté debout à la fenêtre, regardant la lune. J'ai approché doucement, pieds nus sur le carrelage frais. J'ai posé ma main sur son bras. Il a tressailli. Et puis s'est tourné lentement vers moi. Tu joues avec le feu, Élodie. Sa voix était grave. Sincère. Et si je veux me brûler? Ai-je chuchoté? Il n'a rien répondu. Mais ses yeux disaient tout. L'automne s'installait définitivement. Le ciel était d'un gris laiteux, les feuilles mortes formaient des tapis dorés sur les chemins, et dans la maison, chaque pièce semblait retenir son souffle. Mon père et moi ne parlions presque plus. Mais les silences n'étaient plus neutres. Ils étaient lourds, pleins de choses qu'on n'osait dire. Je passais de longues heures à l'étage, dans ma chambre. J'écrivais, je lisais, j'écoutais les bruits de la maison, ses pas dans l'escalier, la vaisselle dans l'évier, le froissement d'un torchon. Tout en lui m'attirait d'une manière étrange, presque irréelle. Un jour, alors que je sortais de la douche,
simplement enroulé dans une serviette moelleuse, je suis tombée sur lui dans le couloir. Il a figé. Son regard est descendu sur moi, puis il s'est forcé à détourner les yeux. Mais il était trop tard. Le moment était capté. Je suis restée droite, les joues brûlantes. Il a murmuré un « pardon » à peine audible, et s'est éloigné. Mais ce regard, il était resté imprimé sur ma peau comme une caresse invisible. Je savais que je le poussais. Que chaque geste de ma part devenait une provocation douce, presque innocente. Je n'étais pas une enfant. Et lui n'était plus un simple père. Nous dansions au bord d'un précipice, sans savoir si nous allions tomber ou apprendre à voler. Un dimanche après-midi, la pluie s'est mise à tomber violemment. On était coincés à la maison. La cheminée crépitait, diffusant une chaleur douce. J'étais allongée sur le tapis, pieds nus, en pull oversize couleur crème qui m'arrivait à mi-cuisse, sans rien dessous. Je lisais un vieux roman de Colette, tandis que lui, assis dans le fauteuil en cuir, buvait lentement du vin rouge. « Tu lis toujours des histoires d'amour », dit-il d'un ton neutre. Parce que parfois, la réalité est trop sage, j'ai répondu sans lever les yeux. Il n'a pas répondu. Mais j'ai senti son regard me traverser. Quand je me suis levée pour aller reposer le livre, la laine du pull a glissé sur mon épaule, révélant une fine bretelle de dentelle. Un détail. Mais suffisant pour faire basculer l'atmosphère. Il s'est levé aussi, lentement. Je suis restée là, face à lui, avec le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Il a tendu la main, hésitant. Puis a effleuré ma joue, du bout des doigts. Son pouce a glissé lentement jusqu'à ma lèvre inférieure. Mon souffle s'est coupé. « Dis-moi d'arrêter », murmura-t-il. Mais je ne pouvais pas. Je ne voulais pas. Ce n'était plus un jeu. C'était un moment suspendu, vrai, irrésistible. Je me suis avancée. J'ai posé ma tête contre son torse. J'ai senti sa main se poser doucement sur ma taille. Il tremblait légèrement. Nous sommes restés ainsi, longtemps, sans parler, à écouter la pluie frapper les vitres. Son odeur, entre pain chaud et bois de chêne, m'enveloppait comme un souvenir ancien. Il a embrassé mes cheveux, lentement, avec tendresse. Pas d'urgence. Juste une profonde intimité. Ce soir-là, nous avons dormi chacun dans notre chambre. Mais je n'ai pas fermé l'œil. Mon corps vibrait encore de ce contact. Mon esprit criait de confusion, mais mon cœur, lui, semblait étrangement apaisé. Le lendemain matin, à table, tout était comme avant. Il lisait le journal, je buvais mon thé. Mais il y avait ce petit sourire en coin sur ses lèvres. Et un éclat dans son regard. Comme une promesse muette. Et moi, dans ma robe beige fluide avec un foulard en soie noué autour du cou, je me sentais, belle. Désirée. Femme. Novembre s'annonçait plus froid que d'habitude. Le mistral traversait les volets comme un murmure glaçant, mais dans notre maison, il faisait chaud. Pas seulement à cause de la cheminée, mais à cause de quelque chose d'autre. Quelque chose de brûlant, enfoui, mais prêt à surgir. Je passais de plus en plus de temps à choisir mes vêtements. Ce n'était pas de la coquetterie. C'était un langage. Un jour, j'ai enfilé une robe rouge bordeaux en velours, à manches longues, avec un dos largement ouvert. Je l'avais achetée sur un coup de tête dans une friperie à Marseille, sans penser à une occasion particulière. Ce jour-là, je l'ai portée pour dîner à la maison. Juste nous deux. J'ai mis des bottines en daim noir, des collants semi-opaques, et une paire de boucles d'oreilles anciennes en perles et argent. J'avais relevé mes cheveux en un chignon flou, laissant tomber quelques mèches le long de mon cou. Mon père m'attendait dans la cuisine, une bouteille de vin ouverte sur la table, 2 verres. Quand il m'a vue, il est resté un instant sans parler. Puis, avec un sourire en coin, il m'a dit « Tu es resplendissante ». Ce mot-là. Il ne l'avait jamais utilisé. Pas pour moi. Le dîner était simple,
gratin dauphinois et salade de mâche, mais chaque bouchée semblait pleine d'intention. Nous avons parlé de souvenirs, d'enfance, de rêves, et soudain, de solitude. Tu ne t'es jamais senti seul, tout ce temps? Ai-je demandé doucement. Il a posé sa fourchette. M'a regardé droit dans les yeux. Si. Mais je me suis toujours dit que ce n'était pas grave. Que tant que tu étais là, ça suffisait. Il s'est levé, a tourné autour de la table, puis s'est accroupi à côté de ma chaise. Il a pris ma main. Lentement. Doucement. Et a caressé mes doigts, comme s'il s'assurait que j'étais bien réel. Mon souffle s'est suspendu. Ce qu'on vit, c'est pas normal, Élodie, murmura-t-il. Je sais. Mais c'est réel. Nos visages étaient proches. Si proches. Il ne m'a pas embrassée. Il n'a rien fait d'irréparable. Mais son front s'est posé contre le mien, et dans ce contact silencieux, il y avait toute la tendresse d'un monde qu'on ne pouvait expliquer. J'ai fermé les yeux. Le reste du repas s'est fait en silence. Mais nos mains sont restées liées. Comme deux âmes qui s'accrochent au bord du vide. Cette nuit-là, je ne suis pas montée dans ma chambre. J'ai pris une couverture, me suis allongée sur le canapé du salon. Il est venu, sans dire un mot. Il s'est assis à mes pieds, puis s'est allongé doucement près de moi. Pas trop près. Mais assez pour sentir sa chaleur. Je portais une chemise blanche d'homme, une des siennes, volée un soir dans le linge propre, et rien d'autre. Le tissu caressait mes cuisses nues, et j'aimais cette sensation de liberté retenue. Il a posé une main sur ma cheville, juste un instant. Puis il l'a retirée. Mais ce simple contact a suffi à réveiller 1000 frissons. Nous avons dormi ainsi. Ensemble. Pas dans les gestes, mais dans les cœurs. Et peut-être aussi dans le désir. Le lendemain, il m'a préparé des crêpes. Comme avant. Comme si rien ne s'était passé. Mais je savais que tout avait changé. Encore une fois. Et dans le miroir embué de la salle de bain, je me suis regardée et j'ai souri. Légèrement. Amèrement. Avec douceur. Parce que je savais que le moment où il faudrait faire un choix approchait. Décembre. Le village s'endormait sous les premières gelées. Les guirlandes lumineuses s'allumaient tôt, les vitrines étaient décorées de fausses neiges et de rubans dorés. Mais dans notre maison, la chaleur ne venait plus de la cheminée. Elle venait de nous. On vivait dans une tension douce, constante, comme si chaque geste était un fil tendu prêt à rompre. Mais aucun de nous n'osait faire le pas de trop. Jusqu'à cette nuit. C'était le 24 décembre. On n'avait rien prévu de spécial. Pas d'invités, pas de sapin immense. Juste une table simple, 2 bougies, et un peu de foie gras acheté au marché de Noël. J'avais mis une robe en satin noir, décolletée juste ce qu'il faut, avec des collants transparents et de fines sandales à talons. Des boucles d'oreilles en forme de gouttes d'eau. Et un parfum discret, à base de vanille et d'ambre. Il portait une chemise blanche, un peu froissée, et un pull gris clair. Ses cheveux étaient encore humides de la douche. Il avait un air jeune, presque fragile. Et pour la première fois depuis longtemps, il m'a dit en me regardant droit dans les yeux. Tu es magnifique. Le dîner a été silencieux. Pas gêné. Solennel. Comme si on pressentait que quelque chose allait arriver. Après avoir tout rangé, il m'a proposé un verre de vin chaud au salon. J'ai accepté. On s'est assis sur le tapis, dos au feu, et le silence s'est installé entre nous. Mais cette fois, il avait un goût différent. Il m'a regardé longtemps, puis a dit. Élodie, il faut qu'on parle. Je ne dors plus. Je pense à toi. Pas comme un père devrait penser à sa fille. Et ça me détruit. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Mon cœur battait trop fort. Il a posé son verre. S'est approché. Lentement. M'a touché la joue, comme s'il me demandait la permission. Et toi? Dis-moi que je suis fou.
Dis-moi que tu ne ressens rien de tout ça. Mais mes yeux disaient tout. J'ai murmuré. Tu n'es pas fou. Le silence est retombé. On s'est approché. Pas d'explosion. Juste une lente fusion. Ses lèvres ont effleuré les miennes. Comme un secret partagé, un souffle à peine. Puis une main sur ma nuque, l'autre sur ma hanche. Nos corps se sont trouvés naturellement, comme si le monde avait disparu autour. Je tremblais, mais je ne reculais pas. Lui non plus. Et quand il m'a prise dans ses bras, quand je me suis glissée contre lui, tout est devenu clair. Ce n'était pas une pulsion. C'était un abandon. Cette nuit-là, nous n'avons pas fait l'amour. Mais nous avons tout partagé, sauf ça. Les souffles, les peaux, les regards. La chaleur. La vérité. Il a dormi contre moi, sa main sur mon ventre, comme une promesse silencieuse. Au matin, le monde était le même. Mais nous, non. Je suis allée me promener seule dans les champs gelés. Le givre craquait sous mes bottines. Mon manteau flottait dans le vent. Je regardais le ciel pâle, et je me suis demandé, que va-t-il se passer maintenant? Quand je suis rentrée, il n'était plus là. Juste un mot, posé sur la table, écrit à la main. Je t'aime. Trop pour te faire du mal. Je reviendrai. Quand je saurai comment faire. Quand ce sera juste. Pour toi. Pour moi. Pour nous. Ce jour-là, j'ai compris deux choses. La première, il m'aimait. D'un amour impossible, mais réel. La seconde, certains amours n'ont pas de forme légitime. Ils existent dans l'ombre, dans le silence, dans les choses qu'on ne dit jamais à personne. Et parfois, ce sont les plus puissants.